Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour la confiance que vous nous témoignez en vous connectant à ce webinaire. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler les règles de fonctionnement que nous allons suivre pendant cette heure ensemble. Pour le confort de tous, je vous demande de couper votre micro et votre webcam. Et je vous rappelle que le webinaire est enregistré, il sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube. Enfin, pour la dynamique des échanges, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans la messagerie instantanée tout au long de ces échanges et nous aurons un temps dédié aux questions-réponses en fin de session. Alors, pour animer ces échanges, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Regnault, DSI du GH du Havre et du GHT de l'estuaire de la Seine. Je suis également accompagnée de Vincent Trély, directeur associé et consultant expert Wellium, et Didier Alain, directeur conseil. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Wellium, juste deux mots. Wellium est une société de conseil dédiée à la transformation des organisations de santé. De notre point de vue, la transformation des établissements, pour être efficiente, doit être pensée de manière globale, en prenant en compte l'ensemble des enjeux économiques, réglementaires, sociétaux et médicaux. Donc, Wellium se positionne en partenaire de cette transformation, en mettant au service des acteurs du monde de la santé, des experts reconnus et des méthodologies adaptées à leur domaine d'activité. Vincent, je te laisse commencer l'animation de ces échanges. Merci beaucoup Morgane pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. J'ai donné dans ma vie des centaines de conférences, plusieurs centaines de formations également. C'est une première pour moi de donner un webinar et de me retrouver comme ça devant un écran sans vous voir, dont vous êtes assez nombreux et je m'en réjouis. L'objectif de ce matin est de parler, j'ai intitulé ce webinaire « L'après-crise pour les DSI santé, retour à la normale ou pas ». Alors, j'ai pas dans l'idée d'avoir une réflexion globale sur cette crise. Il faut rester évidemment modeste, surtout que tout n'est pas terminé. J'ai simplement observé ces derniers mois ce qui pouvait se passer à l'intérieur des établissements de santé et en particulier des directions des systèmes d'information, des RSSI avec lesquels j'ai pu échanger. Et donc, le constat, c'est quand même que cette crise sanitaire a fait bouger des lignes sur la mise en œuvre opérationnelle du télétravail. Le télétravail, c'est pas quelque chose qui est dans l'ADN des établissements de santé, même si les lois ont été ouvertes et la dernière loi travail donne une sorte de droit au télétravail, encore faut-il qu'il soit exerçable et encadrable. Pour autant, on a assisté à la mise en télétravail de centaines de professionnels de santé et souvent sans préparation parce que ce n'était pas forcément un scénario qui avait été envisagé. On a pu constater aussi le développement des usages de la télémédecine. Et là, bon, voilà, on avait ce que j'appelle un peu de façon peut-être brutale, on avait beaucoup de POC sur le territoire, mais on avait finalement peu de solutions complètement déployées et en usage, et on a pu les voir apparaître. On a vu aussi apparaître, aux grandes dames des RSSI et aussi des DSI, un usage massif d'outils hors contrôle de la DSI, souvent américains, tout de même, il faut le dire, en tout cas étrangers, qui se sont développés et ce n'était pas le temps du RSSI, cette période. Ce n'était pas le temps où le brave RSSI de GHT pouvait aller dire « Non mais attendez, avant d'utiliser tel outil, il faudrait qu'on fasse une analyse de risque, un comité d'homologation ». L'accueil était de façon compréhensible, pas très favorable. Donc on a assisté tout de même à la mise en sommeil de certaines bonnes pratiques qu'on a parfois du mal à mettre en œuvre et à déployer dans les établissements de santé. Donc mise en sommeil de bonnes pratiques en termes de sécurité et il va falloir corriger certains éléments et on en parlera. Donc ce webinaire à la fois assez opérationnel avec le retour de Vincent Regnault qui interviendra 3 fois pour nous donner à ces 3 niveaux télétravail, télémédecine, usage d'outils connexes son expérience. Il nous expliquera aussi quelle a été la première semaine de crise pour lui. Et puis l'idée, c'est aussi de faire un peu de prospectif avec la modeste ambition de proposer une synthèse des enjeux de sortie
de sortie de crise, elle a lieu actuellement, hein. Je sais que certains d'entre vous déjà commencent à retourner sur site, pas encore massivement avant le début du mois de juin. Certains n'ont jamais quitté le terrain. J'ai vu des DSI où des gens étaient sur place quasiment pendant toute la durée, d'autres où on avait un mélange des deux selon les besoins. L'idée est donc d'ouvrir une réflexion sur l'adaptation des DSI et aussi des RSSI à tout ce qui s'est passé là. Quels enseignements on peut tirer de cette période? Comment gérer le retour à la normale actuellement en cours? Quels changements métiers seront à prendre en compte? Le chef de pôle d'anesthésie qui a trouvé fantastique d'utiliser Zoom en téléconférence pendant les 2 mois et demi où il a vécu cette crise sanitaire, c'est pas parce que le RSSI fait une crise de nerfs que les usages vont s'arrêter, on le sait tous bien. Donc il y a un véritable enjeu de cartographie, et on y reviendra, de ces usages pour savoir s'ils sont installables dans la durée ou à contrario, qui sont trop loin de la cible à la fois réglementaire et technologique que l'État français, Ma Santé 2022, souhaite pour les établissements de santé. Et puis, comment les DSI, les RSSI devront-ils se positionner? Parfois réviser certaines positions, certaines stratégies, seuls ou alors influencés par des aspects métiers. Alors ça me fait plaisir, avant de démarrer la première partie sur le télétravail aussi, d'avoir, je sais qu'on a une population de DSI et de RSSI, pas que, il y a aussi des industriels à ce webinaire. Je voudrais pas oublier de vous remercier aussi, parce qu'on a beaucoup, et avec raison, remercié les soignants, on les a applaudis tous les soirs, mais le back-office était là aussi, et le back-office a réagi. Et lorsque l'on fera le bilan de cette crise, je parle pas du bilan politique, du bilan masque, enfin de tous ces sujets polémiques qui vont certainement se poursuivre dans les mois qui viennent, je parle simplement des établissements de santé, le public, le privé. Finalement, quand on regarde la proactivité des équipes, les choses se sont déroulées assez vite et assez bien. C'était pas prévu de mettre en télétravail 300 personnes en une semaine, de tirer des VPN, des lignes. Donc un coup de chapeau aussi tout de même pour les équipes techniques qui non seulement ont été là en début de crise, mais qui aussi ont accompagné de façon tout à fait quotidienne, dans des contextes particuliers, les équipes métiers. J'y tenais. Alors, le télétravail, 71% des personnes n'avaient jamais télétravaillé avant la crise sanitaire. Donc, c'est quand même pratiquement les 3/4 de la population. Et 79, 80, on a des chiffres qui montrent que finalement, cette expérience de télétravail généralisé a tout de même apporté un certain nombre de satisfactions dans certains cas, pas dans tous, il faut rester vigilant et on y reviendra. Mais pour autant, il y a eu un espèce de test grandeur nature de quelque chose qui, en dehors de quelques cabinets de conseil ou travailleurs indépendants, n'est pas encore dans notre pays très généralisé. Théorisé depuis des années, codé par la loi depuis la loi travail, on peut dire que la crise a été un accélérateur forcé du télétravail. D'ailleurs, l'article L 1222-11 du Code du travail stipule, et c'est celui qui a été utilisé, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Donc, clairement, cet article s'est révélé primordial dans le processus, entre guillemets, forcé de mise en télétravail. Et puis, on peut imaginer que la corrélation avec certaines attentes des jeunes générations qui sont un peu plus regardantes encore que nous ne l'étions nous-mêmes, en tout cas génération dont je fais partie, la génération des années 70-75, l'aspect écologique, l'aspect qualité de vie, le fait d'être dans un modèle digitalisé complet, devrait quand même ouvrir l'ère du travail avec une crise sanitaire qui aura servi d'accélérateur. Alors doucement, au sein du système de santé, ça ne va pas être la révolution. L'ADN, je vous dis, c'est quand même à l'intérieur des établissements de santé d'être dans le présentiel. C'est un grand
C'est un grand ministère, c'est un grand système pyramidal et on ne va pas se retrouver avec 50% des gens au télétravail, déjà parce que 80% peut-être quand même des gens qui travaillent à l'hôpital, ça n'est pas applicable. Mais néanmoins, au sein du système d'information de santé, au sein du système de santé en général, il y a des usages qui ont été déployés et qui devront donner lieu à des évaluations. Et on peut envisager que dans les années qui viennent, on ait un pourcentage d'agents ou de salariés de cliniques qui, à un moment donné, télétravaillent une journée, 2 journées par semaine, par-ci, par-là, si on a détecté de l'efficience dans ce phénomène. Alors, une cartographie des usages devrait être réalisée avec les métiers, puis une matrice d'efficacité, en fait. L'idée, c'est, OK, on a mis des gens au télétravail très rapidement dans les écosystèmes de santé, chez les industriels aussi, hein, chez les éditeurs, etc. À un moment donné, il va bien falloir se mettre autour d'une table et se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné? Où est-ce que ça a été efficace, ce télétravail? Et puis, qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce qu'on a constaté finalement une certaine inefficacité? C'est pas fait pour ça. Quels ont été les freins? Est-ce qu'il y a eu des freins techniques, des freins d'organisation, et puis des freins psychologiques? Parce qu'il y a aussi, on constate, il y a des études qui commencent à sortir en disant qu'il y a des gens qui sont, entre guillemets, faits pour le télétravail et puis d'autres moins. Et aujourd'hui, le système de santé, son écosystème, les établissements, c'est quand même intéressant de faire un retour d'expérience quelque part de tout cela, et puis de voir, alors ce sera les directions des soins, les directions des ressources humaines, probablement les leaders sur ce sujet-là, mais tout de même de pas repartir comme si de rien n'était et de faire un vrai bilan de est-ce qu'il y a des initiatives qui ont donné satisfaction à la fois à l'hôpital, à la fois aux salariés, et comment on peut avancer là-dessus. Sur le slide que vous voyez, j'ai mis quelques autres chiffres, et on a des chiffres qui sont extrêmement conséquents par rapport à ce désir de télétravail. Alors, avant de passer la parole à Vincent Regnault, quelques éléments. L'impact sur les DSI, c'est une architecture adaptée et sécurisée pour pouvoir proposer ce télétravail, même si, comme je le précisais, il ne sera pas forcément massif. C'est des matériels dédiés. 80% des gens que j'ai eus en ligne, des DSI d'établissements de santé qui m'ont expliqué avoir mis des centaines d'agents en télétravail, dans 80% des cas, on ne leur a pas forcément donné le matériel pour, et on a eu évidemment des usages de télétravail avec du matériel personnel. Alors on sait très bien qu'on se bagarre contre ça, les RSSI, les DSI, on essaie de maîtriser un peu cette culture anglo-saxonne du biode. Il faudra charter le télétravail. Comment ça fonctionne? Alors ça, c'est pas un sujet DSI, hein, c'est plutôt un sujet RH. Il faudra superviser la solution de télétravail. Et peut-être que certains demanderont à ce qu'il y ait des systèmes de traçabilité, pas forcément de flicage, mais de traçabilité avec des obligations de présence ou pas. Donc c'est tout un tas de questions qui se posent. Et puis il faudra former les personnels, parce que là on a été un peu rapide, mais tout le monde a constaté, tous ceux qui ont télétravaillé ont constaté que c'est pas si simple que ça. C'est pas du jour au lendemain qu'on se met à faire du télétravail de façon convenable, qu'on prend les bonnes habitudes, et donc il y a une vraie réflexion à mener sur ce sujet. Alors, je vais passer la parole à Vincent Regnault. Vincent Regnault, qui va nous accompagner sur ce webinaire et qui va nous donner sa première vision sur cette partie. Déjà, Vincent, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette première semaine de crise? Et puis, au niveau du télétravail, comment ça s'est goupillé au GH du Havre et au GHT de l'Estuaire de la Seine en particulier? Très bien, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je souhaite vraiment intervenir sur mon expérience, ce retour d'expérience d'un établissement de santé. Le Havre, en quelques chiffres, 4000 agents, 350 millions d'euros de budget, plus de 3000 postes de travail, 1550 lits, et évidemment un établissement support pour notre groupement hospitalier de territoire de l'Estuaire de la Seine. Donc, une direction des systèmes d'information de 30 salariés. Et puis, cette direction s'est tout de suite réunie, très rapidement réunie en amont de cette crise pour anticiper le mieux possible, organiser, coordonner, communiquer au sein de l'établissement avec la cellule de crise de l'établissement, de façon à, si je puis dire, à absorber la charge de travail qui nous attendait.
Alors, la première semaine est de très très loin. Les premiers besoins les plus urgents, hein, c'est véritablement de venir au secours du SAMU, si je puis dire, puisque le nombre d'appels du public a plus que doublé à la journée. Et il a fallu étendre des stations de travail très spécifiques avec les lignes téléphoniques qui s'imposent, la disponibilité d'un service, d'une qualité de service. Et puis le conseil sur ce premier sujet, c'est essentiel, c'est de garder la main mise, de ne pas confier uniquement à un seul fournisseur ce savoir-faire, puisqu'il a fallu s'adapter en quelques heures à cette organisation. Donc ça, c'est un point crucial de début de cellule de crise. Deuxième point essentiel, la réorganisation. On peut dire que l'hôpital a complètement été métamorphosé sur le parcours du patient, sur les flux patients, et le département technique de notre DSI a été mis à rude épreuve pour organiser, pour mettre à disposition du matériel, mise en place véritablement de zones Covid-19 avec des bureaux de consultation. Donc vraiment un effort conséquent en termes de technicité. Un point clé, on le sait très bien, une demande utilisateur au sein d'une DSI, elle est toujours urgente, elle est toujours prioritaire. Donc, il est vital vraiment de mesurer la priorité au niveau du centre d'appel, du centre d'intervention de notre direction. C'est quelque chose qui est vital en cette période si particulière. Au niveau de notre système d'information, il est important de l'organiser, de le structurer, et nous avons fait plusieurs modifications importantes de la structure du système en termes de paramétrage. Des professionnels de santé savent ce que c'est qu'une UF, une unité fonctionnelle, mais entre la créer et la faire vivre pour pouvoir exploiter véritablement un système avec tous nos systèmes, tous nos logiciels présents au sein d'un établissement comme le Havre ou d'autres, c'est pas si simple. Et j'ai mis un petit plan d'action en place d'optimisation pour arriver à avoir un process un petit peu plus efficient, on va dire, sur ce mode de modification de structure hospitalière. Nous avons également modifié des responsabilités médicales, et c'est d'arriver raisonnablement à avoir quelque chose de fonctionnel le plus rapidement possible en cette crise sanitaire inédite que l'on n'a jamais connue, en tout cas, depuis plusieurs décennies. Enfin, au niveau du dossier patient informatisé, on a eu véritablement énormément de demandes de pouvoir accéder à l'activité Covid-19. Et pour cela, on a fait appel à la création de comptes secours, hein, qui sont des comptes spécifiques pour avoir accès à l'information médicale. Alors, le côté télétravail, et je remercie Vincent tout à l'heure d'avoir insisté et de remercier les équipes en back-office, je pense que ça a été essentiel. La stratégie, comme je l'ai dit, on s'est réunis au niveau de la DSI en amont de cette crise pour justement, j'ai souhaité évaluer le télétravail, quelles étaient les quantités d'utilisateurs à mettre en télétravail à l'échelle d'un établissement comme le nôtre. Et donc, nous avons envoyé une petite étude, une simple étude, de connaître le nombre d'utilisateurs par direction, savoir ce que ça pouvait représenter en nombre d'utilisateurs, de façon à prévoir, si je puis dire, très rapidement, l'organisation technique de cette mise en œuvre. Alors, l'hôpital du Havre, je l'ai dit, c'est plus de 3000 postes de travail, pas forcément de culture de télétravail, loin de là, hein, on était aux prémices du télétravail. L'organisation en moins de 3 jours d'une ferme de serveurs permettant d'accéder aux principales et essentielles applications de l'établissement. Et je dois dire que cette mécanique, qui a été très vite fonctionnelle, sans véritablement de culture de l'application publiée, hein, style RDS, TSE, Citrix, je ne vais pas être trop technique ce matin, mais sans véritablement cela, on a répondu à 80% des besoins très très rapidement pour l'utilisateur lambda avec les principales applications diffusées sur un bureau depuis cette technologie. Cette technologie, elle a ses limites. On a répondu ensuite, dans un deuxième temps, au volet spécialité. Je pense par exemple à des secteurs comme des contrôleurs de gestion, des dessinateurs industriels au sein d'un département technique, d'une direction technique du patrimoine. Cette organisation, cette technologie ne fonctionnait pas, donc nous sommes partis ensuite sur une centaine d'accès possibles depuis le domicile vers les postes de travail des salariés eux-mêmes. Donc voilà ce qui a été fait très rapidement. Je souhaite ce matin être vraiment dans le concret, vraiment dans la pratique d'une direction sur le terrain. Alors, je laisse la parole à Vincent pour la suite du dossier.
Deuxième enseignement, on l'a lu, on l'a vu, la télémédecine, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Les chiffres se sont envolés. Avant la crise, 6% des Français avaient fait une téléconsultation. L'assurance maladie évaluait à 32 000 le nombre de téléconsultations en 11 mois. Et puis tout d'un coup, pendant la crise, on passe à 1 million de téléconsultations médicales par semaine en avril, 1 million par semaine après en routine. Donc on a quelque chose dont on parle depuis 20 ans peut-être, la télémédecine, avec au niveau du territoire énormément d'initiatives, souvent régionales. Souvent liés à des financements plus ou moins récurrents. Là, on a véritablement vécu une explosion. C'est une explosion avec une ouverture des vannes par le gouvernement aussi, hein, tout de même, sur la notion de remboursement des téléconsultations, puisqu'on est même allé jusqu'à rembourser les consultations téléphoniques à un moment donné. Alors, il faut être au clair, le système aura tendance à réinstaller une partie des anciennes pratiques. Tout le monde ne va pas se mettre à passer en full télémédecine. Pour autant, je pense qu'on peut raisonnablement penser que c'est lancé. Et qu'on aura, je dirais, de plus en plus de recours à la télémédecine. J'ai discuté, moi, avec des médecins généralistes qui étaient un peu bloqués sur le fait que pour eux, une consultation, c'était obligatoirement lié à une palpation, et qui finalement reviennent sur ce postulat en disant non, sur du suivi de patients chroniques en particulier. Des téléconsultations, ça peut très très bien fonctionner, ça peut éviter d'avoir à déplacer les gens. Donc on va avoir tout de même, je pense, une installation progressive là-dessus. Alors, la CNAM va revenir en arrière, le financeur risque de revenir un peu en arrière aussi sur certaines choses qui ont été remboursées en crise, mais favorisera certainement d'autres usages qui auront été analysés comme bénéfiques au système de santé. Que ça soit au niveau d'ailleurs des usages régionaux, ou intra-GHT, intra-établissement, de se développer au sein du médico-social, avec tout l'environnement médico-social qui a été aussi inclus, je dirais, dans ce protocole télémédecine, les cabinets libéraux, les maisons médicales. On peut penser que la télémédecine est lancée. Alors, il va falloir aussi travailler un petit peu au niveau des DSI sur quelles sont les architectures techniques adaptées et sécurisées. Comment on travaille? Est-ce qu'on fait de la télémédecine sur des plateformes internes? Est-ce qu'on fait de la télémédecine sur des plateformes régionales? Est-ce qu'on utilise des outils et des solutions du cloud? Il faut des matériels adaptés, dédiés, même si j'ai l'impression que les grands écrans très très chers que je déployais au Mans il y a une dizaine d'années ont laissé place à des choses un peu plus simples, y compris en allant jusqu'au smartphone. Il faudra, de la même manière que pour le télétravail, un peu charter aussi les usages de la télémédecine. Il y a des notions de traçabilité derrière importantes. Il faudra superviser la solution de télémédecine, surtout si elle donne lieu à un codage. Même si le Ségur de la santé est en train de discuter sur un éventuel retour accéléré sur une partie de la T2A, pour autant, il faudra bien que l'acte, à un moment donné, puisse être facturé. Donc, il faudra des systèmes de traçabilité forts. Et donc, comme pour le télétravail, il me semble que une des actions à mener à moyen terme, là, c'est aussi de cartographier les usages. Comment est-ce que les métiers ont travaillé avec de la télémédecine, et puis en déduire une sorte de matrice d'efficacité, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées absolument, je dirais, fluides, voire extrêmement positives avec des usages télémédecine, puis est-ce qu'à contrario, il y a des métiers qu'on fait le constat que c'était vraiment très compliqué, que ça ne répondait pas forcément aux besoins sanitaires, et donc de pouvoir faire ce travail avec des questions simples aussi en termes d'efficacité. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a donné satisfaction? Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Quels ont été les freins? Toujours pareil, hein, technique, organisationnel et puis éventuellement psychologique aussi, hein, pour des professionnels de santé qui n'ont jamais fait de télémédecine. C'est pas simple comme ça de passer à l'usage du jour au lendemain. Donc c'est un vrai sujet.
regarder, cartographier, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a été utilisé convenablement, et puis essayer ensuite de le pérenniser, de l'installer, et éventuellement de rattraper un peu la partie sécuritaire si toutefois c'est nécessaire. J'ai mis sur ce slide OpenBar, parce qu'on est quand même passé, avant la crise, de quelque chose d'extrêmement d'extrêmement cadré sur les usages de la télémédecine. Je vous renvoie au paragraphe 4 qui dit que dans tous les cas, les médecins doivent vérifier auprès de leur éditeur de logiciels que les critères de sécurité sont respectés, etc. À un moment donné, des mesures dérogatoires de prise en charge qui notent qu'il n'est pas nécessaire d'être équipé d'une solution de téléconsultation pour pouvoir en faire une. En gros, OpenBar. Voilà, et finalement, la crise, je dirais, peut-être le nécessitait, pourquoi pas. Pour autant, on en viendra, c'est la troisième partie, on verra que l'usage massif de l'open bar peut aussi créer un certain nombre de problèmes qu'il faudra résoudre. Je vais repasser la main à Vincent pour nous parler donc du coup de la télémédecine et de la manière dont vous avez fait face. Très bien, merci Vincent. Donc, le sujet télémédecine au sens large est très vite arrivé en début de crise. J'ai été appelé par le président de CME, je suis toujours vraiment sur la vie de terrain, si je puis dire, et ce président de CME me manifestait le fait que certains professionnels de santé commençaient à faire de la téléconsultation par téléphone, bien évidemment avec ses limites et évidemment beaucoup de dysfonctionnements et d'incohérences parfois avec cette technologie. Donc, ce qu'il faut souligner pendant cette crise Covid, bon nombre de sociétés ont proposé leur plateforme existante, leurs solutions. Certes, le dossier est intéressant, ça permet de voir quand même ce qui existe sur le marché. Néanmoins, au Havre, en tout cas, au niveau du GHT même, nous avons depuis quelques mois, quelques années maintenant, un fil conducteur, une gouvernance sur le sujet télémédecine. Alors, avoir un fil conducteur, une gouvernance, c'est une chose, mais avoir une solution déployée en est une autre. Concrètement, nous avons un coordonnateur médical qui est très investi depuis des années. On organise des réunions de travail tous les 2 mois avec les personnes impliquées de l'établissement, mais aussi avec la présence du GCS Normandie Santé qui nous aide. Alors, pourquoi le GCS tout d'abord? Parce que cette entité possède un catalogue de services. Et dans ce catalogue de services, nous avons quelque part une politique régionale avec l'existence d'une plateforme qui s'appelle Thérapie. Donc, indéniablement, en amont de la crise, nous savions que la stratégie, c'était de déployer cette plateforme Thérapie qui a fait ses preuves, plutôt d'ailleurs en Basse-Normandie. Et puis, avec l'histoire, les 2 GCS Haut-Normand, Bas-Normand se sont rassemblés et se sont rationalisés sur cet outil de plateforme Thérapie. Alors cet outil il est intéressant parce que des professionnels de santé du Havre le connaissent du fait d'intervenir dans d'autres établissements de Normandie. Nous avons mis donc en place très rapidement et la crise nous a fait vraiment accélérer la phase de déploiement. Comme le disait Vincent, on se pose peut-être moins de questions sur la partie sécurité des systèmes d'information. Elle n'est pas exclue bien évidemment. On travaille en lien avec notre RSSI. Néanmoins, indéniablement, cette crise nous a fait accélérer, prendre un virage certain sur la téléconsultation. Alors, encore une fois, je souhaite témoigner ce matin avec la vraie vie sur le terrain, les difficultés techniques que nous avons eues. On parle d'ouverture de port qui n'était pas faite pour faire fonctionner cette plateforme, de difficultés techniques avec une version de navigateur qui nous a fait perdre de nombreuses heures. Et puis, cette crise aussi nous a fait échanger sur ces problématiques techniques avec d'autres DSI régionales, des établissements importants de Normandie avec qui on a pu échanger et s'apercevoir que nous avions très souvent la même stratégie et surtout les mêmes difficultés techniques sur ce sujet. Un détail, mais il a son importance. Pour être réactif, encore faut-il avoir un petit peu de stock. Quand on part effectivement sur des solutions mobiles qui fonctionnent plutôt relativement bien aujourd'hui, nous avons acté également de mettre à disposition sur les bureaux des médecins, sur les stations de travail existantes, de simples webcams, beaucoup plus simples des systèmes d'il y a une dizaine d'années, comme le précisait Vincent tout à l'heure, un casque et un bon micro, et si je puis dire, cela est tout à fait fonctionnel.
Alors, la difficulté majeure pendant cette crise, ça a été que la rupture de stock est venue très très vite côté GHH, et les fournisseurs eux-mêmes nous ont annoncé des délais de livraison et des problématiques de stock pour nous équiper. Donc ça a été véritablement sur le terrain une des difficultés. Ensuite, cette plateforme, bon, elle est tout à fait fonctionnelle avec un module de statistiques d'activité très intéressante pour les médecins et puis pour la direction, évidemment, pour la facturation, les chiffres, toujours les chiffres. Et nous avons un plan d'action avec le GCS pour optimiser cette partie qui est essentielle. En termes de déploiement, je dirais qu'il ne faut pas négliger la communication qui a été faite avec le président de CME. Nous avons conçu un guide de fonctionnement qui est à sa 3e version pour rendre vraiment indépendant, autonome chaque professionnel de santé. Et puis bien évidemment, un support téléphonique de cette plateforme qui est d'ailleurs directement organisé par le GCS. Alors, 2 autres sujets très rapidement. Télé-AVC. Donc, télé-AVC, on n'a pas attendu la crise. Hein. Nous avions déjà 2 chariots tout à fait fonctionnels. Chariots un petit peu maison, qui font sourire parfois certains professionnels, mais qui sont efficaces. Et puis, en début de crise, j'ai commandé un 3e chariot pour consolider ce secteur avec un petit peu plus d'ergonomie et de performance. Enfin, dernier sujet, 2 salles e-staff ont été mises à disposition en début de crise, donc des équipements un petit peu plus lourds, et ne pas lésigner encore une fois sur la formation. Combien de professionnels arrivent devant une machine et ont véritablement besoin d'une assistance technique pour faire fonctionner de tels matériels? L'objectif, bien évidemment, est d'optimiser la communication. Je pense par exemple au RCP, hein, ces fameuses réunions de concertation pluridisciplinaires qui méritent grande attention pour la qualité de la prise en charge de la patientèle. Voilà, Vincent, je te laisse la parole. Merci, Vincent. Troisième partie, le développement d'applications nouvelles. J'ai remis le petit logo Open Bar à un moment donné. Hein. On est en crise. On a le président de la République qui vient annoncer que nous sommes en guerre et à ce moment-là, les digues sautent. On a une nécessité de fluidité des métiers tout d'un coup qui est entendable, hein, je dirais relativement légitime. Et cette nécessité de fluidité des métiers, évidemment, met à mal un peu les politiques, les procédures et les protocoles usuels que l'on essaie de tenir. On a vu apparaître quoi? Une utilisation massive d'outils. Majoritairement américains, d'outils poussés, utilisés, pratiques par les GAFAM, hein, en grande partie hors contrôle de la DSI. Les chiffres, ils sont hallucinants. On a 22 fois plus d'usages sur Zoom, x16 sur Teams, x23 sur Hangouts. Les VPN, évidemment, on les voit qui ont surchauffé. Zoom est passé de 10 à 200 millions de personnes. Alors, j'ouvre une parenthèse et je la referme sur Zoom. Très critiqué au début, in fine, ils ont répondu à chaque fois « OK ». Alors, première semaine, oui, mais vous donnez vos données à Facebook, on arrête. Deuxième semaine, oui, mais vous n'êtes pas chiffré de bout en bout et il y a des conservations de copies, eh bien, on arrête. Et finalement, quelque part, Zoom a peut-être été celui qui, à force de prendre des fessées tous les 15 jours, a fini par offrir une solution qui est presque sécurisée. Teams a bondi de 1000%, Slack 44%. Donc on a eu un gros déploiement massif de ces outils pour partie gratuits. Il faut être au clair qu'au milieu de la crise, la CNIL, l'Agence du numérique en santé, l'ANSSI ont réagi, je dirais, mollement, c'est-à-dire c'était pas forcément le moment de lever les bras au ciel. Les RSSI, je le disais en introduction, sont relativement inaudibles dans une période de crise comme ça. Je dirais c'est presque même se mettre en danger soi-même que d'aller essayer de freiner et d'empêcher le flux. Donc, on a des métiers qui cherchent à aller au plus facile. Et le plus facile, eh bien, il existe aujourd'hui sur les réseaux, on a tout ce qu'on veut. Donc, on a vu se déployer des choses sur WhatsApp, Dropbox, Google Drive, des choses dont on a déjà l'habitude dans les hôpitaux. Hein. Mais pour autant, on a eu une accélération. Alors, demain, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas parce que la crise est finie qu'on va siffler la fin de la récréation.
C'est pas parce que le RSSI, le DSI vont dire attention, on a un peu utilisé tout, que les professionnels de santé qui ont trouvé satisfaction à utiliser des outils simples vont les désinstaller. On sait bien comment ça se passe, en particulier dans notre écosystème, pas très obéissant par nature. Donc la fin de la crise ne va pas stopper ces usages. Ce qui devait, me semble-t-il, arriver dans quelques années, de toute manière, c'est-à-dire un rouleau compresseur quand même assez violent des outils proposés par les GAFAM en particulier, c'est un peu accéléré. Et la stratégie de l'interdiction et du non, on sait très bien qu'elle n'a pas franchement de sens. Donc, on va entrer dans l'ère du oui mais. Oui mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les DSI vont devoir accepter, déployer, contrôler, négocier d'éventuels usages de solutions qu'on n'aurait pas vues et qu'on n'aurait pas imaginées à l'intérieur du système de santé il y a 3 ou 4 mois et qui finalement s'y installent. Alors pour la troisième fois, je dirais que je reprendrais la même stratégie si on devait réfléchir à ce que l'on fait. C'est partir avec pragmatisme, sans trop d'idéologie, et se dire, OK, cartographions et analysons les usages développés durant la crise. Pas de culpabilisation. On est pragmatique. Qui a utilisé quoi, pourquoi, comment. Et puis une fois qu'on a cette cartographie de ce qui a été utilisé, on fait une analyse réglementaire. La première des choses, c'est est-ce que ce qui a été utilisé et ce qui potentiellement va continuer à l'être, est-ce que c'est hors la loi ou est-ce que c'est dans la loi? Ça, c'est quand même le premier point. Le deuxième point, mener une analyse de risque sur ces solutions utilisées. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des risques importants en dehors des risques réglementaires, des risques habituels sur la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des données, éventuellement la traçabilité? Surveiller les prises de position nationales aussi. Que va dire l'État là-dessus? Est-ce que l'État va un peu avoir un discours de resserrage de vis sur ce sujet ou pas? J'entendais à 7h cette nuit le secrétaire d'État Cédric O plancher devant les sénateurs sur l'application Stop Covid. Il a été aussi interrogé évidemment sur l'hébergement du Health Data Hub chez Microsoft, ce à quoi il n'a pu que répondre. Ce qui me semble être la vérité, c'est qu'au regard des ambitions du Health Data Hub, il n'y avait pas de solution européenne capable d'apporter la solution. Et que finalement, si on se tourne parfois vers les Américains, c'est parce qu'on est aussi un peu pauvre, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, sur notre problématique de souveraineté numérique. Et puis, une fois qu'on aura cartographié ces usages, mener une analyse de risque réglementaire, mener une analyse de risque sécuritaire, observer les positions un peu des uns et des autres, il sera temps de prendre une décision ou de rejet, parce qu'on estimera que non, cette application n'a rien à faire dans le processus de soins, parce qu'elle est illégale et ne respecte pas les principes de base de la sécurité, ou au contraire, on en fait une intégration contrôlée au processus usuel, selon les résultats de ces analyses. Après tout, si les infirmières trouvent que WhatsApp, c'est l'outil idéal pour faire les transmissions et qu'on est capable de montrer que WhatsApp n'est ni illégal, ni totalement à côté de la plaque en termes de sécurité, ce que je dis est volontairement un peu provocateur, pourquoi pas le déployer? Ce qui sera difficile en tout cas, me semble-t-il, c'est de vouloir retirer des usages sans être capable d'amener l'équivalent. Développé par les écosystèmes français, par les établissements de santé. On ne pourra pas retirer le jouet si on n'est pas capable d'amener une solution en face. Et on sait très bien que dans notre milieu, c'est souvent pas le RSSI ou le DSI qui commandent et qui font la loi, plus que dans aucun autre secteur, ce sont les métiers. Voilà, donc il y a un vrai enjeu là-dessus, et je vais à nouveau passer la parole à Vincent pour qu'il nous parle de ces usages, éventuellement d'outils qu'il a vus chez lui, aussi bien en termes de visioconférence, mais aussi sur l'usage éventuellement d'outils hors DSI. Merci. Donc, très clairement, à mon sens, il est aujourd'hui très difficile pour un établissement de santé, quelle que soit sa taille d'ailleurs, de surmonter une telle crise sans véritable outil de téléconférence installé.
Pour notre part, on a eu une demande extrêmement forte de tous les professionnels, quels qu'ils soient, hein, d'ailleurs le secteur médical, mais aussi les autres directions administratives, techniques, logistiques. C'est pas qu'on n'avait pas du tout d'outils, on était plutôt équipés, comme beaucoup d'établissements, de salles avec des codecs qui permettent d'établir des téléconférences. Bon, ces systèmes aujourd'hui, à mon sens, sont trop limités, on n'aborde pas du tout la mobilité. Généralement, c'est très difficile à mettre en œuvre. On appelle un technicien informatique pour démarrer une réunion en téléconférence. Donc, il était urgent, si je puis dire, au GHH, mais aussi au GHT, il ne faut pas oublier les établissements parties, de rationaliser une solution. Donc nous sommes partis sur un choix de solution, un produit qui s'appelle Circuit, hein, c'est un produit du marché qui répond globalement à nos attentes sans trop de difficultés. Et nous avons vraiment voulu partir sur ce système-là unique pour offrir un seul et même produit plutôt maîtrisé. Je suis prudent hein, par rapport aux GAFAM hein, de façon générale, plutôt maîtrisé par la DSI et par nos différents organisateurs de réunions. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, le centre de service de la DSI récupère beaucoup de demandes d'organisation de réunions en téléconférence avec des outils divers et variés. Donc, la politique, la gouvernance, hein, ce que j'essaye d'exprimer, c'est d'utiliser ce même outil pour l'ensemble du GHT. Alors, c'est imparable, je sais très bien que ça ne suffira pas. Hein, quand on a des réunions qui seront organisées par d'autres établissements qui utiliseront du Teams ou autre, je pense que Vincent l'a dit précédemment, on ne peut pas dire non, ça n'est pas possible, ça n'est pas politiquement correct. C'est de mesurer le risque, encore une fois, avec le RSSI sur ces sujets. Également, Zoom a été très demandé pendant cette période de crise, pendant plusieurs semaines. On sent bien que c'est un des produits leaders du marché actuellement. Et effectivement, les failles de sécurité annoncées par les différentes documentations, notre RSSI, font qu'à chaque fois, elles évoluent. Donc je pense encore une fois que c'est une maîtrise du risque, de ne pas fermer, si je puis dire, les accès, mais de mesurer, si je puis dire, l'utilisation. Alors pour un tel outil aussi, grande prudence côté département technique, les besoins ont explosé en local et il y a des supervisions vraiment importantes à faire en matière de bande passante, à la fois en local, sur le réseau interne, mais aussi en sortie Internet. Je crois que je l'ai omis tout à l'heure, notre bande passante a été multipliée par 10 entre le début de la crise et au moment où je vous parle, pour répondre à l'ensemble des besoins en télétravail des utilisateurs, et puis tous ces téléservices, si je puis dire, que ce soit la téléconsultation et ces téléconférences. En interne, ce que je remarque aussi, un point très important, c'est une confusion de façon générale des sujets entre la téléconférence, hein, les besoins de réunion en téléconférence, et puis les sujets de télémédecine. Alors, je l'explique très certainement par la multiplication des outils au sein de notre établissement, et puis une certaine... on peut penser que tout le monde n'a pas une culture très développée de l'informatique, on peut perdre très vite les médecins à ce sujet. Donc, vigilance là-dessus. Encore une fois, on a rencontré quelques problématiques matérielles que j'ai exprimées tout à l'heure hein, sur des ruptures de stock. La DSI elle-même, pour s'organiser pendant cette période de crise, s'est accaparé cet outil. Je ne l'ai pas dit, mais 90% chez nous de la DSI était en télétravail. Nous avons opté sur une stratégie de gouvernance de la DSI vraiment depuis le domicile pour ne pas prendre de risques et on ne savait pas vraiment en début de crise où est-ce que nous irions. Bon, aujourd'hui, on est plutôt sur du 50-50 hein, avec une présence de chacun des secteurs. Également une importance sur de tels projets de nommer un référent pour accompagner le plus possible les acteurs, les organisateurs de réunions afin que ce produit soit bien vécu et bien démarré. Donc concrètement, vous l'avez compris, hein, une culture de téléconférence est en train de naître au sein du groupe hospitalier du Havre et principalement de rendre autonomes de plus en plus les organisateurs de réunions. Alors pour preuve de la réussite hein, d'un tel fonctionnement, une web CME a été organisée la semaine passée avec plus de 50 connexions. Donc ça fonctionne, ce sont des technologies qui apportent satisfaction et même un CHSCT avec 60 connexions, ont été organisés.
Alors, en parallèle de cela, il y a eu un dossier important pendant cette crise, c'est le besoin de communiquer de façon sécurisée. Bon, la MS Santé est en place chez nous depuis des années, un petit peu comme partout ou presque. Simplement, ce dossier avait été un petit peu laissé de côté, hein, avec un plan d'action pendant cette crise pour renouveler les adresses. Hein. Certains médecins ne savaient même pas qu'ils avaient une adresse sécurisée. Donc, vraiment redynamiser le dossier MS Santé, les envois de messagerie sécurisés. Dernier dossier, très important, vous l'avez compris, les patients étaient interdits de visite, donc l'isolement était très important sur les secteurs Covid, le SSR également. Donc nous avons fait appel aux dons et en fait j'ai été très surpris, on a obtenu un don d'une centaine de tablettes. Mais j'ai été pris nous avons été pris à notre propre piège, des tablettes de différentes marques, de différentes technologies, de différents protocoles, qui font qu'à la fin, pour les mettre en œuvre de façon sécurisée dans un hôpital, ça a été loin d'être facile. Donc concrètement, ce que l'on a fait, on est parti sur des matériels connus du groupe hospitalier du Havre pour offrir à la fois la téléphonie et puis la téléconférence avec les familles sur du matériel connu. Donc là-dessus, il y aura un plan d'action aussi d'amélioration et de voir comment on peut rendre plus disponible des matériels en LAN de façon sécurisée au sein de notre entité. Je laisse la parole à Vincent. Merci Vincent. On en arrive à une conclusion, à une première conclusion. Je rappelle rapidement donc ce que l'on s'est dit. Alors, quels enseignements pratiques pour les DSI? Eh bien, cartographie des usages du télétravail, conséquences sur le schéma directeur éventuellement, parce que, je le redis rapidement, ça ne va pas être explosif le télétravail dans l'écosystème de santé, mais on va passer de zéro à quelque chose. Et donc, il va falloir accompagner ce quelque chose. Cartographie des usages de la télémédecine, conséquences sur le schéma directeur, sur l'exploitation et le support. Tout ne va pas continuer à fonctionner à plein régime comme c'est le cas aujourd'hui, mais des pratiques vont s'installer. Cartographie des outils divers. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, Zoom, WhatsApp, Teams, Google Drive, Dropbox, comment tout ça a été utilisé? Est-ce que ça s'installe dans les pratiques et du coup, comment on récupère le coût? Non en allant vers une interdiction totale, mais une analyse juridique et analyse de risque. Se poser ensuite, je voudrais 3 derniers points, la question de la formalisation de la gestion de crise, parce que tout le monde a été surpris. J'aurais dit à Vincent Regnault que j'ai le plaisir de conseiller quelques jours par an au mois de décembre. Est-ce que tu as un plan pour mettre 300 personnes en télétravail en 4 jours? Il m'aurait recadré en m'expliquant qu'on avait certainement d'autres sujets à traiter. Et donc, il va falloir se poser les questions sur comment elle a géré ça, la DSI. Est-ce qu'elle a été débordée? Est-ce qu'elle a bien encaissé le choc? Et donc, dans les processus de gestion de crise qui sont plus ou moins formalisés, eh bien, il faut les réviser, les revoir et essayer de tirer enseignement de ce qui s'est passé. Comment on fait bosser 90% d'une équipe informatique en télétravail? Personne ne s'était jamais posé cette question. Et donc là, il y a certainement des enseignements à tirer. On a parlé des nouveaux outils, mais quid des outils existants? Je trouve qu'il serait très intéressant aussi de faire une enquête tout simplement sur nos systèmes d'information. Je ne parle pas de tout ce qui a été mis en œuvre de nouveau, mais sur la période début de crise, fin de crise, le système d'information en général, le DPI, la gamme, tous ces outils que l'on a, il serait intéressant de savoir où est-ce qu'ils ont finalement correctement accompagné la période, où est-ce qu'ils ont été performants, forts, où est-ce qu'ils ont créé des freins, où ils ont été, ça allait pas, ils n'ont pas permis d'assurer la fluidité. Est-ce qu'on a vu de nouveaux usages se créer? Est-ce qu'il y a des morceaux du système d'information existant pré-crise qui finalement se sont mis à être utilisés parce qu'on les avait, mais simplement on n'avait pas appuyé sur le bouton de l'usage? Et puis est-ce qu'enfin, à contrario, on a eu
on a eu des non-usages, c'est-à-dire des outils que l'on avait à notre disposition, qu'on a payés, qu'on a déployés, et qui finalement ont été complètement mis de côté et n'ont servi à rien pour des tas de raisons qui peuvent être leur performance, leur ergonomie, etc. Donc c'est intéressant aussi, en sortant de toutes les nouveautés, de toutes les applications tierces, de se recentrer aussi sur notre système, sur le système d'information de l'établissement, et de profiter éventuellement de ce temps pour évaluer ce qui a été performant pendant cette période ou non. Et puis je dirais en conclusion, j'ai entendu beaucoup, les décisions se sont prises très vite. Il faut capitaliser un peu là-dessus aussi, c'est-à-dire que si vous avez détecté qu'il y a des circuits de décision qui vont 10 fois plus vite que les circuits habituels, j'ai tendance à dire gardez-les, essayez de les identifier et de vous en servir le mieux possible. Voilà, donc les décisions ont été rapides, beaucoup plus qu'en période normale, c'est certain. Pourquoi ? Pourquoi des choses se sont débloquées? Est-ce que c'était une évidence ou est-ce que ce sont des choses que l'on peut améliorer? Voilà ce que je voulais vous dire, ce que l'on voulait vous dire avec Vincent. Et puis, à partir de maintenant, il y a un certain nombre de témoignages. Hein. Je m'arrête une seconde là-dessus avant de passer la parole à Didier Alain. Il y a des témoignages sur YouTube de la PHP de Dominique Pons sur la chaîne de PG Promotion. Il y a des témoignages aussi sur le site de l'ANAP. On a une vingtaine de témoignages de DSI, RSSI, directeurs d'hôpitaux sur la manière dont ils ont abordé la partie numérique. Hein. C'est ça qui nous intéresse là au niveau de cette crise. Voilà, tu as la parole, Didier. Ou pas? Micro, Didier. Oui, ton micro, Didier. Non. Pardon, bonjour à toutes, merci Vincent. Merci Vincent, les deux. Toute une série de questions vient d'arriver un peu brutalement. Je vais tenter de les résumer. Elles sont essentiellement adressées à Vincent Regnault, bien sûr, notre invité. Je vais te proposer de faire des réponses assez courtes, Vincent, pour qu'on puisse traiter toutes les questions. On a des questions d'abord sur le télétravail, avec deux questions. Une à laquelle tu as en partie répondu, à savoir quels étaient les gens de la DSI qui étaient en télétravail, mais aussi est-ce que tu as des chiffres sur le taux de télétravail globalement au sein de l'établissement et du GHT. Et puis sur le télétravail toujours, une question sur comment vas-tu gérer le retour des PC nomades qui étaient à la maison, en termes de sécurité, je suppose, voire d'équipement personnel, et on reparle un petit peu du BYOD. Très bien. Alors très rapidement, nous avons créé 760 connexions sur 4. Ça permet de quelques chiffres très rapidement. 760 connexions, ça ne veut pas dire 760 accès en simultané. On était plutôt de l'ordre de 300 à 400 connexions jour selon les plages horaires. Donc voilà un petit peu pour les chiffres. Concernant le matériel, alors je me suis peut-être mal exprimé, il n'y a pas eu de prêt de matériel de la part de l'entité du Havre. Il s'agit d'une technologie HTTPS avec de la sécurité derrière, des utilisateurs habilités dans un groupe de travail spécifique qui ont fait que les utilisateurs en télétravail ont directement travaillé sur leur machine du domicile. Les choses ont été faites en lien avec le RSSI et notre département technique. Concernant les salariés de la DSI, très rapidement, bon nombre de salariés, quel que soit le secteur, hein, je pense à la partie projet, au département fonctionnel, où on a complètement ralenti quand même la charge projet pendant cette période par rapport aux fournisseurs essentiellement, mais on a continué à travailler les projets au sein de ce département. Les techniciens, les administrateurs réseau système ont été majoritairement en télétravail. Et comme je l'ai dit, les 10% restants, c'est plutôt le rôle des techniciens, où là, il n'y a pas de télétravail, d'assumer uniquement les actions prioritaires sur le terrain, à l'ordre de 3 personnes. Hein, je l'ai dit, c'était 10% de présentiel essentiellement, entre la téléphonie et le technique des stations de travail. Merci Vincent. Une autre série de questions, notamment donc autour de l'appréciation des risques. Donc, qui a pu faire cette appréciation des risques au cours de la crise?
avec des questions autour de l'usage de Zoom et de l'appréciation des risques autour de Zoom. Et également une question sur, excusez-moi, je viens de la perdre. Réponds à celle-là déjà, Vincent, sur la façon dont vous avez mené votre appréciation de risque. Très bien. Donc, comme je l'ai dit en introduction, 3 réunions de travail en amont de la crise pour s'organiser. Et c'est plutôt pendant ces réunions de travail avec le RSSI d'ailleurs qui était présent que l'on a pu mesurer très rapidement cette gestion des risques du télétravail de façon générale. Concernant l'outil Zoom, celui-ci, je rentre un petit peu dans le détail, était fermé au groupe hospitalier du Havre. Essentiellement, Vincent Trelli l'a dit, ça n'est pas une réponse de fermer comme ça les technologies dites avec des failles de sécurité. Donc on a ouvert progressivement à la demande des utilisateurs et puis très raisonnablement à terme par rapport aux évolutions technologiques qui ont été exprimées pendant cette heure, je pense qu'on ouvrira progressivement le logiciel Zoom, pour exemple. Ok, je prends une troisième série de questions et puis on s'en arrêtera là, mais évidemment les questions qui ne sont pas, auxquelles nous n'aurons pas répondu, on se permettra, si on a vos coordonnées, de solliciter Vincent pour une suite à donner sur les questions. Des questions sur finalement l'impact de cette crise sur la stratégie IT. Est-ce que ça vient remettre en cause ou questionner cette stratégie, avec notamment des questions autour de l'internalisation et de l'externalisation des éléments d'infrastructure. Voilà. Est-ce que c'est venu, Vincent, vous questionner sur votre stratégie? Alors, la stratégie, indéniablement, va évoluer par rapport au schéma directeur du système d'information actuel. Élément de preuve, je pense que c'est le télétravail et la téléconsultation et puis l'usage de tous ces outils. On va effectivement faire évoluer notre stratégie à ce sujet. Concernant la question de l'internalisation-externalisation, rapidement en sortie de crise, mais si on peut parler de sortie de crise, on ne sait pas tout à fait aujourd'hui où nous en sommes, même si nous avons quelques pistes. Ce que l'on peut dire, c'est pas de questionnement fondamental sur la gestion, l'organisation interne de la DSI par rapport à l'hébergement des données. Donc plutôt une stratégie qui restera ainsi pour le moment en tout cas. Et c'est du court terme, effectivement. Très clair. Il me revient la lourde tâche d'essayer d'apporter une conclusion ouverture à ce webinaire fort riche. Vous avez à la fois l'un et l'autre dit beaucoup de choses. Mon sentiment quand même, si je tente une synthèse de ce propos fort construit, c'est que le retour à la période initiale, en tout cas à la situation initiale, n'est pas une option. On ne pourra pas revenir à une situation initiale qui consistait à des DSI qui maîtrisaient quand même relativement bien leur portefeuille de projet, des RSSI qui avaient une certaine capacité, voire une capacité certaine, à autoriser ou pas des applications. Et cette nouvelle situation crée à la fois des menaces et des opportunités. Du côté des menaces, c'est comment les DSI et les RSSI vont pouvoir regagner du contrôle pour ne pas laisser les choses s'installer dans la durée avec les difficultés que ça peut entraîner, notamment au niveau de la sécurité de l'information. Mais ça ouvre aussi une véritable opportunité qui est que, et d'ailleurs qui répond à une véritable appétence des DSI et des RSSI, première opportunité, finalement, l'IT et le numérique est devenu un sujet central pour les professionnels et les DSI, finalement, retrouvent une place un peu de vedette. De vedette au sens où ils sont très demandés, très sollicités. Donc ça va créer cette situation, ça va créer une appétence forte des professionnels à interagir avec les DSI, et c'est à vous, DSI, de saisir cette opportunité pour pouvoir aussi questionner vos modes d'interaction avec les professionnels. Vous avez, on le sait, des fortes appétences à faire de la co-construction. La plupart du temps, c'était les professionnels métiers qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. On connaît tous le truc. Oh, j'ai autre chose à faire. Voilà. Peut-être qu'il faut profiter de cette période qui va s'ouvrir pour justement consolider les liens avec les professionnels au travers de vos méthodes, des méthodes de co-construction et d'atelier. La seconde opportunité, c'est l'opportunité sur les circuits de décision. Tu l'as dit, Vincent Trelli, tu en as témoigné, Vincent Regnault. Les décisions ont été très rapides.
Alors, certes, il y avait l'aspect d'une certaine levée des freins budgétaires, mais il y avait aussi, finalement, on ne s'encombre pas forcément de très longues questions et de méthodes qui sont parfois un peu pas adaptées aux besoins de rapidité de décision pour aller à l'essentiel. Donc, probablement deux opportunités qu'il faut conserver. De façon très concrète, ça va venir questionner la gouvernance de la DSI, son positionnement dans la gouvernance de l'établissement, avec un nouvel équilibre probablement entre une maîtrise fortement centralisée côté direction générale DSI et un besoin qui pousse par le terrain. Et il va falloir que les DSI retrouvent un nouveau point d'équilibre en profitant de cette opportunité. Très concrètement, une illustration, tu en as parlé, Vincent Trelli, ça va être autour du schéma directeur. Est-ce que le schéma directeur tel qu'on le construit actuellement, avec la vision un peu caricaturale que j'en donne, à savoir un gros plan extrêmement construit avec un paquebot qui avance sur sa lancée, va survivre? Je sais bien que c'est caricatural, qu'au niveau des DSI, votre pilotage est beaucoup plus subtil que ça, mais comment on permet finalement à un schéma directeur d'intégrer aussi l'innovation permanente qui vient à la fois des demandes des professionnels et aussi de toutes ces sociétés qui fournissent énormément de solutions dans des cycles de développement très rapides. Donc ça vient questionner très concrètement vos méthodes de travail au quotidien. Je vais m'arrêter là parce que je vois que le temps tourne et je vais laisser la parole à Morgane pour la conclusion, la vraie cette fois-ci. Merci. Oui, en effet, il est temps pour moi de clôturer ce webinaire. Je vous remercie, messieurs, pour la qualité de cet échange. J'espère qu'il fut suffisamment riche pour notre public qui a d'ailleurs reçu par email une enquête de satisfaction. Je remercie chacun de prendre quelques secondes pour contribuer à l'amélioration de nos sujets, tant sur le fond que sur la forme. Vous le voyez à l'écran, hein, vous retrouverez notre webinaire enregistré sur notre chaîne YouTube et puis sur notre site internet. Voilà, j'espère vous revoir lors du prochain webinaire qui aura lieu le 18 juin sur la thématique de la DSI de territoire, avec le témoignage de la DSI du CHR d'Orléans. Et je vous dis à très bientôt. Encore merci, à très vite. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.